Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un nouveau numéro de l'émission Quoi de neuf en histoire. Je suis Rassan Moubarak et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la parution de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Emmanuel de Varesquiel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes chercheur à l'École pratique des hautes études, spécialiste du XVIIIe siècle, de la Révolution et du XIXe. Et vous avez publié, entre autres, de nombreuses biographies, dont la dernière a été particulièrement remarquée, sur Jeanne du Barry, aux éditions Talandier en 2023. Vous publiez actuellement « Il nous fallait des mythes, la Révolution et ses imaginaires de 1789 à nos jours », toujours aux éditions Talandier, un livre dans lequel vous analysez la mémoire des événements de 1789 et des premières années de la Révolution, comment cette mémoire a été fixée, notamment au XIXe siècle. Ma première question, Emmanuel de Varesquiel, c'est sur ce titre, qui est énigmatique. « Il nous fallait des mythes », c'est qui le « nous » ? C'est la société française prise dans le temps long, depuis la Révolution jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une réflexion aussi sur la réappropriation de ces mythes qui échappent à leurs inventeurs ou à leurs concepteurs, et parfois sur leur disparition. L'avant-propos que je commets, qui présente ce livre, tourne beaucoup autour de cette notion d'amnésie. Je pense que nous avons des rapports au temps qui ont profondément évolué, notamment avec les moyens de communication contemporains, que ce soit l'Internet ou le portable, et que nous sommes passés d'un rapport au temps qui était assez équilibré entre passé, présent et avenir, et futur, si vous voulez, à une succession de moments ou d'instants sans solution de continuité les uns par rapport aux autres, qui se superposent les uns aux autres, sans précisément le texto est un exemple assez probant de ce point de vue-là. Et donc ces notions d'héritage, de continuité, qui, à mon avis, relèvent et sont absolument essentielles à la construction de l'individu, c'est-à-dire savoir se situer dans le temps, puis après tout, le temps, c'est l'objet principal de l'historien, sont en perte de vitesse, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, c'est en même temps, du point de vue des évolutions de mémoire, de la Révolution française, de ces mythes fondateurs qui ont été créés pour des raisons très particulières, en général pour des questions de légitimité politique d'un régime absolument nouveau et absolument inouï qui s'appelle la République et qui est créé le 20 septembre 1792, 3 ans après le déclenchement de la Révolution en juin 89. Donc voilà, c'est une réflexion sur la façon dont certains événements ont été retenus, sont devenus fondateurs, et comment est-ce que la mémoire de ces événements que je raconte, donc je pars en fait des sources dont je peux disposer, qui sont immédiatement contemporaines de ces événements, comme par exemple le serment du Jeu de Paume, la prise de la Bastille, le serment fédératif du 14 juillet 1790, la naissance des Trois Couleurs, la naissance de la guillotine aussi, le tribunal révolutionnaire et la conciergerie, et puis aussi certaines batailles comme Valmy et Waterloo. Je pars des sources contemporaines de l'événement. J'essaye de comprendre et de donner à comprendre quelle était la perception des acteurs de l'événement sur le moment. Et ensuite, je tire un fil, et toujours à partir de sources, parce que les sources, vous savez, elles gisent encore là, les traces de l'étincelante armure, disait Breton, nous sommes des hommes de traces, les historiens. À partir des sources, j'essaye d'expliquer et de comprendre pourquoi est-ce que ces événements, qui pour un certain nombre d'entre eux ont été perçus de façon marginale au moment où ils adviennent, sont devenus des événements fondateurs qui constituent le socle de la geste révolutionnaire, de la promesse révolutionnaire de 1789-1792, et comment est-ce qu'ils ont évolué dans le temps long, à travers les différents régimes, et Dieu sait qu'il y en a eu au XIXe siècle, en passant par la Troisième République et jusqu'à nos jours. En quoi, au fond, est-ce que, pour un certain nombre d'entre nous, au-delà de cette question d'amnésie dont je parlais tout à l'heure, en quoi est-ce que nous vivons, plus ou moins consciemment d'ailleurs, la révolution de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Voilà. Alors il y a évidemment les murs de la maison, c'est-à-dire ceux dont nous sommes les héritiers, la souveraineté du peuple, les droits de l'homme, un certain nombre de codes qui ont été travaillés sous la Révolution avant d'advenir sous le consulat, en particulier le code civil et beaucoup d'autres choses, ne serait-ce que les départements, enfin une grande partie de l'organisation administrative de la France naît sous la Révolution. Et puis ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et puis il y a l'esprit dans la maison.
C'est-à-dire de quoi est-ce que, du point de vue des cultures politiques et sociales, en quoi est-ce que nous sommes les héritiers de la Révolution française et en quoi est-ce que nous pratiquons ces cultures comme des héritiers directs de cet événement fondateur qu'est la Révolution de 1789. Voilà l'objet du livre. Alors c'est absolument passionnant parce que d'une façon générale, même si je suis essentiellement un biographe, j'ai comme une biographie de Talleyrand et une autre de Joseph Fouché, le ministre de la police, et puis une autre de Marie-Antoinette. J'ai beaucoup travaillé comme historien sur les rapports de l'histoire à la mémoire. L'histoire des historiens, en tout cas, c'est de la prise de distance, c'est de l'analyse critique, c'est de la mise en comparaison de ces sources qui sont de nature différentes et qui relèvent aussi de temporalités différentes. On n'analysera pas de la même façon une lettre absolument contemporaine, écrite à chaud, contemporaine d'un événement, de mémoire, qui sont écrits 15 ou 20 ans plus tard, avec tout ce phénomène de réinvention de soi par rapport à l'événement auquel on a participé, pour des raisons de légitimité et de dignité. On se redonne une cohérence vis-à-vis de la postérité. Donc voilà, il faut toujours se poser la question, quand on est face à une source, de savoir quel est son rapport de temps avec l'événement qu'elle relate, par qui elle a été rédigée. C'est pour ça que l'anonymat sur Internet me gêne énormément, enfin du point de vue de l'historien, peut-être aussi du point de vue du citoyen, et à qui elle est adressée. Voilà. Ce sont les trois questions fondamentales qu'un historien doit sans cesse se poser par rapport à ses sources. Effectivement, dans votre livre, vous montrez comment les événements, les dates, mais aussi les objets et les personnes ont été réinterprétés, les lieux, au moment de la Révolution ou après, donc pour servir effectivement des causes politiques. Je vous propose de prendre quelques exemples pour nos auditeurs, et je me permettrai de faire quelques rappels aussi pour ceux qui sont moins spécialistes de la période. Dans les événements, les dates, la première que vous évoquez, c'est le serment du Jeu de Paume, du 20 juin 1789, lorsque les députés se réunissent dans une salle à Versailles et promettent de ne pas se séparer avant de donner une constitution à la nation. Au royaume. Au royaume, pardon. On connaît le tableau de David qui représente cette scène. Or, vous montrez que sur le moment, c'était pas du tout une geste grandiose, mais c'était une réunion qui était motivée par la peur. Oui, en réalité, les débuts de la Révolution française, la convocation des États généraux par Louis XVI le 5 mai 1789, les blocages qui surviennent très rapidement entre les trois ordres du royaume, qui sont l'ordre du clergé, celui de la noblesse et celui du tiers-état, font que les députés vont prendre les députés du tiers-état dans leur chambre qui est au menu plaisir de Versailles, à quelques encablures du château, vont prendre une décision absolument inouïe, le 17 juin 1789, qui est de se constituer en Assemblée nationale. C'est-à-dire que, grosso modo, ils s'attribuent la souveraineté nationale, les quelques 600 représentants députés du tiers-État, et ils séparent le roi de la nation. Le renversement de souveraineté, Madame de Staël, dans ses considérations, dit que ce premier serment du 17 juin, c'était la Révolution elle-même. Ce renversement de souveraineté absolument inouï, il a lieu le 17 juin. En réaction, Louis XVI, on parlait du temps tout à l'heure, dont la vitesse de réaction n'a absolument rien à voir avec la vitesse de la Révolution elle-même. Il aura toujours, si j'ose dire, pour utiliser une expression un peu triviale, 2 trains de retard, avec des conseils qui est isolé, qui est en pleine crise de quasi-neurasthénie. Il a perdu son fils aîné quelques jours auparavant, le 4 juin. Ces conseils sont divisés sur la façon de réagir par rapport à ce qui peut s'apparenter à un coup d'État, avec un principal ministre qui est Jacques Necker, qui est un banquier suisse auquel Louis XVI ne fait pas confiance. Louis XVI est un roi de grandes décisions, mais il a toujours fonctionné un peu comme son ancêtre Louis XIII, sous la forme ou dans le cadre d'un système qu'on appelle le ministériat, avec un principal ministre de confiance. Ça a été très longtemps Vergennes, son ministre des Affaires étrangères. Louis XVI, c'est un roi de guerre, c'est pas du tout le roi pacifique qu'on a voulu faire de lui à la suite de la Révolution française, par absence de réaction de sa part vis-à-vis du flot révolutionnaire. C'est quand même le roi de l'expédition française auprès des insurgents américains, qui contribue à l'indépendance des anciennes colonies anglaises d'Amérique du Nord. Et c'est une guerre qui dure de 1778 à 1783. Et ça explique d'ailleurs le financement de cette expédition navale et terrestre,
explique en grande partie les déficits budgétaires. La France est le pays des déficits depuis toujours. Les budgets ont rarement été à l'équilibre, ce qui explique en grande partie que ces déficits vont conduire, parce qu'au fond, les États généraux vont conduire à la Révolution. Les États généraux sont convoqués du point de vue du roi, non pas pour que les députés donnent une nouvelle constitution ou une constitution au royaume, mais pour résoudre la question des déficits et du déséquilibre financier des finances de l'État. Donc le 17 juin est une date absolument essentielle dont plus personne ne parle, qu'on a complètement oublié. Pourquoi ? Parce que ce vote des députés du tiers n'a pas été pris à l'unanimité. Plus de 90 députés sur quelques 500 vont voter contre. Et que toute la révolution va se faire sur un principe qui est celui de l'unanimisme et de l'indivisibilité de la nation. Donc pour être indivisible, il faut voter tous ensemble. On n'avait pas une idée très nette de ce que pouvait être une minorité parlementaire. Et d'ailleurs, les minorités parlementaires de la Révolution française, en général, ont mal fini. Soit sur l'échafaud, soit en exil, soit exclus. À commencer par la minorité girondine, qui n'en était pas une au départ et qui est exclue de la Convention nationale en juin 1793. Bon, donc, en réaction à ce vote, à ce premier serment du 17 juin, Louis XVI, malgré la division de ses conseils, certains prônent une réaction très sévère, d'autres essayent de jouer le jeu des députés du tiers-État, Jacques Nègre en tête d'ailleurs, décide de convoquer une séance royale pour le 23 juin 1789, où d'ailleurs Louis XVI va annoncer un certain train de réformes, notamment des réformes fiscales, dans le sens d'une égalité fiscale. Il n'a jamais été aussi loin que ce jour-là par rapport à tout ce qu'il a tenté de faire, mais souvent bloqué par les parlements. Les parlements du royaume sont une des causes essentielles à l'irruption de la Révolution française, au-delà de l'opinion publique et au-delà des Lumières. Et pour ce faire, il va faire fermer la salle générale des menus plaisirs pour installer le trône, le dais royal qui servira à cette séance royale du 23 juin. Et donc les députés du tiers-État, qui se sont constitués 3 jours auparavant Assemblée nationale, se retrouvent devant des grilles closes de la salle des menus plaisirs, et sur la suggestion de l'un d'entre eux, qui n'est autre que le docteur Guillotin, non pas l'inventeur de la guillotine, mais en tout cas celui qui invente le principe dans le code criminel d'une égalité devant la mort, et tout condamné aura la tête tranchée. On en reparlera. Ça, c'est Guillotin. Propose que les députés se retrouvent dans une salle qui est à quelques centaines de mètres de la salle des menus de plaisir qui se trouve avenue de Paris, cette salle du jeu de paume. Donc c'est une salle triviale, si vous voulez, c'est une salle de jeu, c'est un peu l'ancêtre du squash, le jeu de paume, le jeu des rois et le roi des jeux. Oui, tout le monde jouait là. On a commencé par les princes de la famille royale, le comte d'Artois, le comte de Provence était peut-être un peu trop gros pour y jouer, le duc d'Orléans, enfin tout le monde jouait, on prenait des paris là. Et donc les députés, au nombre de 350 ou 400, investissent cette salle de jeu de façon un peu anarchique et provisoire pour poursuivre leur séance. Ils ne veulent pas interrompre leur séance puisqu'ils se pensent Assemblée nationale. Mais tout ceci dans un contexte et un climat, parce que vous savez, la notion de climat est très importante en histoire, savoir un petit peu dans quel genre, quelle est la couleur de l'eau dans laquelle on barbote. Et dans un climat qui est celui de rumeurs, de complots, de peurs. Les députés du tiers-État devenus députés de l'Assemblée nationale, qui savent pertinemment qu'ils ont pris une décision gravissime et qu'ils ont contrevenu à la souveraineté du roi et également aux 2 autres ordres du royaume qui n'ont pas été consultés de ce point de vue-là, ni le roi, ni le clergé, ni la noblesse. Donc il y a cette atmosphère de peur préside à cette journée du 20 juin et à cette séance du jeu de paume. Et c'est en forme de, je dirais, pour se défendre en fait, et presque en forme de conjuration par rapport aux risques imaginés et pour la plupart inventés, puisque le roi de France n'a plus ni administration ni armée dès le mois de juin 1789, qu'ils prennent cette décision qui est proposé par l'un des leurs, qui est le député Mounier, Jean-Joseph Mounier, de ne jamais se séparer. Donc, en fait, ils se sont déclarés Assemblée nationale le 17 juin,
Et le 20 juin, il se déclare assemblée constituante permanente et indivisible. Voilà. Donc c'est un pas de plus qui est franchi. Et pourquoi est-ce qu'on retient ce 20 juin et pourquoi est-ce qu'il va rentrer dans la mémoire collective et qu'il va être au fond l'un des grands événements fondateurs de la Révolution avec la prise de la Bastille et peut-être aussi la nuit du 4 août? Parce qu'il est voté à une voix près. Oui, un seul dissident. Un seul dissident. D'ailleurs, c'est le premier dissident de la Révolution française, qui est un certain député de Castelnaudary qui s'appelle Martin Dauch et qui va échapper de près de justesse à la guillotine en 93 parce qu'on se trompera sur l'orthographe de son nom. Mais bon, à cette exception près, tous votent dans une joyeuse anarchie et si l'on en croit les quelques souvenirs qui sont immédiatement contemporains de cette séance du 20 juin, quand même, pour un certain nombre d'entre eux, poussés par la trouille. Et donc, c'est ce vote-là qui est en même temps, du point de vue de la façon dont il est prêté, le signe d'un premier renversement de sacralité, parce qu'il n'a rien à voir avec un serment qui serait celui du Sacre des Rois à Reims, ou encore moins avec le vieux serment féodal du baiser de paix, mais c'est un serment qui est prêté de façon laïque à la romaine, debout et bras levés. C'est ce qu'on retrouve, c'est peut-être la seule chose qui soit exacte dans le dessin et puis le tableau de David, et que donc c'est la manifestation pour la première fois, et c'est un des fils conducteurs de mon livre, c'est de savoir comment la Révolution française s'est débrouillée de ce renversement de souveraineté, de cette souveraineté laïque toute nouvelle qu'elle essaye de créer à coup de fêtes, de nouvelles icônes, de nouveaux martyrs de la Révolution française, tout en restant très très imprégné de l'ancienne souveraineté et de l'ancienne foi catholique héritée de l'Ancien Régime. Ça c'est vraiment et je pense que ça a des implications très évidentes sur les controverses que nous avons aujourd'hui, sur le type de laïcité que nous devons mener, soit une laïcité de combat, qui serait une sorte, comme dirait Victor Hugo, de théologie à l'envers, sans Dieu ni saint, soit une laïcité entre guillemets douce, qui ne serait vue que comme une règle du jeu au libre exercice des consciences et des cultes. Voilà. Et on en est toujours là aujourd'hui. Je pense que c'est un héritage direct de la Révolution française et de ses ambiguïtés, si vous voulez, de la Révolution par rapport à cette toute nouvelle souveraineté laïque que l'on essaye de faire advenir sous la Révolution. Donc ce serment, il va très très vite être repris par le Club des Jacobins, puis par la Convention nationale, à travers une souscription nationale pour l'exécution d'un tableau qui en montrerait la magnificence sur fond de contraste, et on utilisera beaucoup ça, entre la solennité de ce serment du 20 juin 1789 et la modestie, sinon la trivialité de la salle de jeu dans laquelle il est prêté. On va beaucoup jouer dans les textes, dans les images. Je travaille énormément du point de vue des sources sur les images et sur les rapports texte-image. Je pense que quand on parle des imaginaires, on ne peut pas faire l'économie des images. Donc j'y travaille beaucoup. Et le dessin de David, qui comme vous le savez ne sera jamais achevé en tableau, il y aura une copie de ce dessin tardif en 1814, va néanmoins marquer les imaginaires. Et David, au-delà de la réalité de cette journée du 20 juin, va en faire, en tout cas ce sera sa volonté, une sorte d'allégorie de la Révolution française, quitte à inventer des personnages qui n'y étaient pas, et notamment ce trio du premier plan à côté de Bailly qui préside la séance, qui est cet astronome qui lui aussi se fera guillotiner en 93, qui est ce trio de religieux, Rabot-Saint-Étienne pour le protestantisme, l'abbé Grégoire pour le catholicisme et Don Guerle pour les couvents et pour les bénédictins. On sait que Don Guerle, qui était quelque part dans un couvent en Auvergne, n'était pas présent à la séance du 20 juin, de même que Marat, que David représente à une tribune de la salle du jeu de paume, n'était pas non plus présent. David va jusqu'à inventer un orage allégorique et une foudre qui tombe sur les toits de la chapelle royale que l'on aperçoit à travers une des fenêtres de la salle du jeu de paume, alors que j'ai été vérifié dans les archives de l'Observatoire de Paris. Vous savez que vous avez des relevés météorologiques journaliers en 89 et que ce 20 juin 1789, le temps était absolument calme. Il y avait un tout petit peu de pluie, mais enfin certainement ni orage ni vent. Donc vous voyez, c'est une première réinvention
mention par David de cette séance qui est en fait une séance à la gloire et au courage des députés du tiers-État. Et puis, année après année, on va créer une société des amis du serment du jeu de paume. Et puis, sous la Troisième République, on va inventer ou proposer un certain nombre de projets, surtout autour du premier centenaire de la Révolution française, en 1889, de colonne de la liberté, et jusqu'à réinventer cette salle du jeu de paume en premier musée de la Révolution française, en 1883, et jusqu'à des avatars, je pense au discours de François Mitterrand à l'occasion du deuxième centenaire du bicentenaire de la Révolution française, le 20 juin 1989, ce grand discours que prononce Mitterrand, qui est d'ailleurs, à mon avis, le plus intéressant de tous les discours prononcés à l'occasion du bicentenaire sur les exclus de la nation, et jusqu'à cette conférence de presse qui est donnée par les Gilets jaunes ou le mouvement des Gilets jaunes devant la salle du jeu de paume, il y a quelques années, en 2019 ou 2018, je me souviens plus très bien. Mais donc, elle est restée, si vous voulez, comme un élément essentiel des mémoires révolutionnaires. Voilà. Parce que, encore une fois, elle est l'expression, du point de vue de ses inventeurs, de l'unanimisme révolutionnaire. Voilà. Vous avez parlé d'une autre date, évidemment le 14 juillet 1789. On ne va pas raconter l'épisode évidemment en détail, mais en réalité la motivation principale des citoyens parisiens des faubourgs, c'était d'aller chercher des armes. Et vous faites le parallèle entre ces deux dates, le 20 juin et le 14 juillet, en disant qu'en fait elles sont le témoin d'un conflit qui est permanent durant cette Révolution française, qui est un conflit de légitimité. Oui. Alors d'abord, la Bastille s'inscrit, la prise de la Bastille s'inscrit dans une séquence qui va du 11 juillet au 17 juillet, du renversement, du renvoi du principal ministre dont je vous ai parlé, Jacques Necker, par Louis XVI, de la constitution d'un gouvernement de réaction sur fond, de crise frumentaire, c'est-à-dire les conditions climatiques de l'été précédent et de l'hiver extrêmement rigoureux qui a précédé font que les récoltes ont été mauvaises et que le prix du blé est multiplié par 3 ou 4 à Paris, et ce qui provoque quelque chose qui relève, des révoltes traditionnelles du royaume. Et il y en a eu beaucoup dans les premiers mois de l'année 1789, un peu partout sur le territoire du royaume, une double réaction à la fois frumentaire et fiscale, et antifiscale. Et ce qui explique que la première réaction du peuple des faubourgs, qui sont pas les sans-aveux, comme on disait, qui sont très nombreux à Paris, mais qui relèvent plutôt des corporations, de la boutique parisienne, des métiers parisiens, surtout du faubourg Saint-Antoine, mais aussi du faubourg Saint-Marcel. Première réaction, c'est d'attaquer les barrières d'octroi de Paris. Vous savez, ces barrières construites par la ferme générale, qui prélèvent un certain nombre d'impôts indirects, notamment sur les denrées et sur les boissons. Le murmurant Paris rend Paris murmurant. Cette barrière de Paris a été construite dans les années 1781. Et la première réaction, c'est d'attaquer les barrières et de les brûler. Et très curieusement, cet événement n'est pas retenu dans les mémoires, parce qu'il s'inscrit dans une vieille tradition de révolte populaire, et qu'il ne marque pas de façon décisive l'expression d'une nouvelle souveraineté. Ce qui va être retenu, c'est la prise de la Bastille. Alors même que la Bastille s'inscrit dans un mouvement de défense des Parisiens face, encore une fois, à des rumeurs. Il est vrai que Louis XVI a rappelé un certain nombre de régiments, notamment des garnisons de l'Est du Royaume, pour défendre Versailles. Mais très très vite, des rumeurs vont courir Paris d'un risque d'entrée en force de certains régiments entre guillemets étrangers, c'est-à-dire recrutés, l'Esterhazy hussards, un certain nombre recrutés dans des pays de l'Est, et que Louis XVI aurait placé des canons sur la butte Montmartre pour bombarder. D'ailleurs, il y aurait des perquisitions à Paris dans tous les sens après le 14 juillet, on trouvera jamais rien pour bombarder le faubourg Saint-Antoine. Donc les Parisiens cherchent à se défendre. Ils s'emparent des fusils qui sont entreposés aux Invalides, sans résistance de la part des Invalides, et ensuite ils marchent vers la Bastille. Pourquoi ? Parce qu'à la Bastille, il y a de la poudre dans une des tours, et qu'il s'agit de s'emparer de la poudre pour rendre ces fusils opérationnels. Et donc l'attaque de la Bastille ne s'explique pas, comme on l'expliquera par la suite,
parce qu'elle est l'antre de la tyrannie ou le symbole absolu de la féodalité, de l'absolutisme monarchique, de l'arbitraire monarchique, de la lettre de cachet, de tout ce que vous voudrez. La Bastille est attaquée pour des raisons de défense. La Bastille, de défense du peuple de Paris, face à ces rumeurs, dans ce contexte, comme pour le 20 juin, dans un contexte de peur, de panique. Et elle est défendue, cette Bastille, par un monsieur, un gouverneur qui s'appelle le marquis de Launay, qui est aussi militaire que moi, je suis député de la Nation, qui est secondé par une trentaine de gardes suisses et d'invalides, et qui panique très très rapidement. Vous savez, il y a cette phrase très cruelle de Rivarol, qui est un des commentateurs les plus spirituels de la Révolution française, qui dit Monsieur de Launay avait perdu la tête bien avant qu'on ne la lui coupe, et qui va finir après un certain nombre de délégations de l'hôtel de ville un peu désordonnées qui se sont suivies de négociations pour l'ouverture des portes de la Bastille, qui va finir par ouvrir la porte principale de la Bastille à 5h du soir, le 14 juillet 1789, contre une garantie d'en réchapper, et à bout du compte. Mais les morts de la Bastille sont par rapport à certains événements qui ont eu lieu précédemment, comme l'affaire Révillon dans le faubourg Saint-Antoine au mois d'avril 1789, qui fait 400 à 500 morts. L'affaire de la Bastille fait moins d'une centaine de morts. Et donc, quand on lit les récits absolument immédiats de cette journée, on s'aperçoit qu'elle n'était pas aussi meurtrière et aussi sanglante qu'on a voulu faire d'elle. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que faire de la Bastille une forteresse que le peuple prend avec courage, détermination et maturité, c'est mettre le peuple ou faire en sorte que le peuple prenne la première place du point de vue de cette nouvelle souveraineté sur la grande scène de la politique et de la Révolution française. Et donc, en fait, le 14 juillet 1789, c'est la date fondatrice de l'avènement de la souveraineté du peuple. Et en effet, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, ces deux dates, le serment du jeu de paume le 20 juin 89 et la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, disent deux légitimités différentes. Le 20 juin, c'est une légitimité parlementaire, ce sont les députés de la nation qui prêtent serment, et donc c'est la légitimité des urnes, c'est une légitimité de représentation ou de délégation. Et le 14 juillet 1789, c'est la légitimité directe du peuple souverain, avec cette notion tout à fait essentielle et dont la Révolution va avoir beaucoup de mal à se débarrasser, qui est celle de la violence légitime, qu'on retrouve d'ailleurs dans la première constitution, la deuxième constitution dite de l'an 1 de 1793. Dans l'un des articles, il est dit que le peuple peut recourir à la violence en cas de défaillance du gouvernement. Et donc vous avez deux légitimités qui vont s'affronter. Une légitimité, entre guillemets, sans vouloir faire un anachronisme, de démocratie directe d'un côté, et une légitimité parlementaire de l'autre. Et tout le combustible même de la Révolution est fait de cet affrontement à travers ce qu'on a appelé les journées révolutionnaires, c'est-à-dire sous la terreur en 93 et 94, ces journées au cours desquelles le peuple marche sur la Convention nationale, qui est la chambre des représentants de l'époque de la terreur, pour obtenir des décrets plus radicaux que ceux qui ont été votés, et marche les sections, les 48 sections parisiennes, les sans-culottes de ces sections, la Commune de Paris, marche sur la Convention pour obtenir plus et plus radical. Et toute la Révolution et ses évolutions autour de cette notion d'indivisibilité de la nation peut s'expliquer par cet affrontement, ce rapport de force, de légitimité, que finalement nous n'avons jamais vraiment résolu et que l'on retrouve dans toute notre histoire contemporaine. Je citais les Gilets jaunes tout à l'heure, mais quand les Gilets jaunes demandent un référendum d'initiative citoyenne, au fond, et n'accordent plus aucun crédit à la représentation nationale, au fond, on est dans cette même situation. Et la 6e République prônée par la France insoumise, c'est un peu la même chose. On est dans cette même hésitation entre la légitimité des urnes d'un côté
et la légitimité de la rue, entre guillemets. Je pense que le fait que la France soit probablement la championne du monde en matière de grève, de manifestations, de rue, etc. Il y a un tableau magnifique que vous pouvez voir à Orsay qui s'appelle L'émeute par un peintre de la fin du 19e qui s'appelle Devant Bèze et qui est pour moi une allégorie, comme on avait cité l'allégorie du jeu de paume par David, qui est une allégorie absolue de cet esprit-là. On voit sur un boulevard parisien, à la lumière des réverbères, en 1899, d'un côté, sur le haut du tableau, un cordon de policiers et en bas, une sorte de la foule qui est massée, qui est la foule des manifestants. Et entre les deux, un immense espace vide éclairé. La légitimité, elle est aussi dans l'occupation de l'espace public. J'ai beaucoup travaillé sur la question des barricades jusqu'en 68 et ça c'est un phénomène quand même. Alors on n'a pas le monopole de ce genre de manifestations politiques, mais on est tout de même en tête. Dans l'occupation de l'espace public, il y a bien sûr la guillotine qui a occupé plusieurs endroits à Paris, la place de la Grève, la place de la Révolution, etc. Et justement, dans votre livre, vous discutez non seulement de ces événements, des dates, mais aussi des objets. Vous traitez de la cocarde, du drapeau tricolore, enfin du drapeau en tout cas, de ses couleurs et des inscriptions sur le drapeau, et aussi de la guillotine. La guillotine est intéressante parce qu'au départ, c'est véritablement un mythe révolutionnaire. C'est pas du tout l'instrument de terreur et sanglant que la guillotine deviendra au 19e et a fortiori au 20e siècle. La guillotine, d'abord, c'est une invention, c'est une fille des Lumières, on l'appelait la machine philosophique. Elle est un progrès par rapport à la façon dont l'État donnait la mort, dont la monarchie donnait la mort, d'abord de façon inégalitaire. Les nobles n'étaient pas traités de la même façon que les roturiers, et aussi, même si Louis XVI avait commencé à supprimer la question préalable, etc., souvenez-vous quand même de la façon dont Damien, le dernier régicide qui a tenté à la vie de Louis XV, a été exécuté, la roue, l'écartèlement, enfin tout, je rentre pas dans les détails horribles, mais c'était pas très drôle. Donc là, la mort, et c'est pas Guillotin qui invente la machine, c'est lui qui la propose, et c'est un chirurgien. Qui était chirurgien, mais c'est Guillotin qui décrète, au cours de la discussion sur le nouveau code criminel en 1790, que tout le monde recevra la mort de la même façon. Donc c'est une égalitarisation de la mort qui va dans le sens du tournant égalitaire que prend la Révolution dès 1789. Et dans un certain sens, c'est une humanisation de la mort, même si dès 1790, un certain nombre de députés ont un certain doute ou certains doutes sur cette humanité. Il n'empêche que la guillotine rentre en politique, et c'est en cela qu'elle devient un mythe, avec l'exécution de Louis XVI, place de la Révolution, le 21 janvier 1793, à la suite du procès qui lui est intenté par la Convention au mois de décembre précédent. Et cette exécution de la place de la Révolution, spectaculaire, fait de la guillotine une sorte d'autel métaphorique d'un renversement de souveraineté, de sacralité, par le sang expiatoire de l'ancien monarque, de la tête du souverain à la tête des 300 000 spectateurs qui sont présents sur cette place de la Révolution et qui crient « Vive la nation ». Et donc, cette guillotine va devenir absolument essentielle du point de vue de ce renversement de souveraineté et de la sacralité nouvelle du peuple souverain qui désormais, dans un régime qui s'appelle désormais la République, remplace l'ancienne souveraineté monarchique. Et c'est en cela que lorsque vous lisez les correspondances ou les rapports des différents commissaires de la Convention, des différentes municipalités républicaines, à l'époque de la Terreur en 93 et 94, que la guillotine est sanctifiée. On parle de notre Sainte Mère, la guillotine, de la Sainte Guillotine. Elle est un objet quasiment déifié. Et d'ailleurs, dans la littérature du 19e siècle, je pense à Le Comte des Deux Villes de Dickens, de Charles Dickens, cet anglais merveilleux romancier, elle est quasiment comparée à une croix. Dans 93 de Victor Hugo, on a ce même genre de référence. Il y a là, si vous voulez, un renversement du point de vue de l'univers catholique de l'Ancien Régime, un renversement, une réutilisation ou une récupération du vocabulaire catholique au nom de cette nouvelle souveraineté du peuple, souveraineté laïque du peuple,
dont la guillotine est l'incarnation métaphorique. C'est vraiment important tout ça. Et puis, si vous tirez le fil, et c'est ça qui est passionnant, à travers tout le 19e siècle et le 20e siècle, vous vous apercevez, et en particulier après la chute de Robespierre en juillet 1794, qui va endosser, si vous voulez, à tort, à mon avis, tous les crimes de la terreur, vous allez avoir un renversement de situation ou de sensibilité par rapport à cette guillotine, qui peu à peu, en particulier parce que j'utilise aussi beaucoup les sources littéraires, à travers les romans du 19e siècle, de Dumas à Balzac jusqu'à Hugo, en passant par quelques autres, je vous en ai cité, jusqu'à Élimir Bourges, qui est un romancier un peu oublié de la fin du 19e siècle, cette guillotine va redevenir, dans un certain sens, le gibet de Montfaucon, un échafaud atroce. Et cette atrocité de la guillotine va de pair avec le mouvement abolitionniste contre la peine de mort qui aboutit à cette fameuse loi Badinter de 1981, qui est la loi la plus courte de toute notre histoire législative française. C'est vrai que vous citez les romans comme source d'information. Vous avez parlé de Dumas, de Balzac, de Dickens. Que vous apportent les romans de plus que les archives? Parce que, par exemple, vous avez aussi travaillé sur les archives de la Conciergerie. On va parler de Marie-Antoinette. Quels éléments vous apportent ces romans? Alors, les romanciers, si vous voulez, les romanciers donnent une vérité que l'histoire ne peut pas donner. Je veux dire, la transposition de la réalité, cette espèce d'alchimie, de métamorphose de la réalité en fiction, fait que lorsqu'un roman est réussi, il donne une vérité. Il n'y a pas de vérité en histoire, il y a des vérités successives qui se contredisent les unes les autres, et c'est tout le travail de l'historien d'arriver à démêler. Vous savez, moi je trouve que la réflexion du héros de James Joyce dans Ulysse, l'histoire est un cauchemar dont j'aimerais me réveiller, est absolument une sorte de réflexion métaphorique des rapports de l'histoire à la littérature. J'essaye de m'en réveiller par la littérature et par le roman. Et donc les romanciers vous accèdent une vérité, mais en même temps, ils ont ce que quelquefois les historiens n'ont pas, de l'intuition ou des intuitions. C'est-à-dire qu'ils sont capables parfois de mieux respirer ou sentir l'air du temps dans lequel ils travaillent. Ils ne sont pas dans une tour d'ivoire. Ils donnent un climat, ils donnent des éléments, je pense à Balzac par rapport à la période de la Restauration, à Victor Hugo pour le 19e siècle. Ils donnent un climat que parfois les historiens ne donnent pas. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Par exemple, pensez aux premières pages du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Les pages introductives de ce roman fleuve extraordinaire sont probablement le meilleur résumé qui existe de la période des 100 jours, de cette espèce de chassé-croisé de pouvoir entre Napoléon et Louis XVIII. Et d'ailleurs, c'est ce chassé-croisé de pouvoir dont Dumas se sert pour organiser son intrigue. Sinon, il n'y aurait pas eu d'intrigue. Il n'y aurait pas eu cette longue vengeance de celui qui deviendra le comte de Monte Cristo, qui fait tout le fil conducteur du roman. Donc voilà, c'est en cela que le roman m'intéresse, parce qu'il me donne quelquefois une justesse de climat que les historiens ne me donnent pas, ou que les sources ne me donnent pas. Je voudrais revenir sur le couple royal. Donc, Louis XVI a été exécuté, et je voudrais faire un parallèle avec l'Angleterre, parce qu'en 1649, les Anglais ont aussi exécuté leur monarque Charles Ier, mais pourtant ils ne sont pas devenus une république. Comment vous expliquez la différence avec la France ? Très, très provisoirement pendant quelques années. Je l'explique parce que le 21 janvier 93, on exécute les deux corps du roi. Le corps spirituel, enfin pour reprendre la théorie de Kantorowicz s'agissant du corps médiéval du monarque, le corps spirituel, le corps éternel, vous savez, le roi est mort, vive le roi, le vif saisit le mort. Et donc il y a ce corps-là, et puis il y a le corps physique du roi qui est exécuté en même temps, c'est ce double corps du roi. En Angleterre, avec l'exécution de Charles Ier, on exécute le corps physique du roi, mais pas le principe de la monarchie, et pas le principe religieux sous-jacent de la monarchie, qui n'est pas remis en cause par Cromwell. Et donc, dans un certain sens, le principe monarchique survit à l'exécution de Charles Ier. La monarchie ne s'interrompt pas pour autant, à la différence de la France. En France, le 21 janvier 1993, vous avez véritablement, par cette suppression des deux corps du roi,
un renversement de sacralité. Et au fond, Camus écrit un texte dans L'homme révolté qui est tout à fait passionnant de ce point de vue-là, où il explique que, au fond, le 21 janvier 93, c'est véritablement, et d'ailleurs les révolutionnaires l'ont vécu comme ça, c'est la République même, et il faut relire les grands discours de Robespierre à l'occasion du procès de Louis XVI, que le 21 janvier 93, c'est la fin du droit divin et de cette ancienne sacralité, le trône et l'autel, c'est-à-dire une organisation qui est une organisation de pouvoir. Et très naturellement, le 21 janvier 93 conduit aux lois de séparation de l'Église et de l'État de 1905. Et pour parler de Marie-Antoinette, donc, qui elle aussi est exécutée en octobre 1793, quelle symbolique sa mort va avoir ensuite ? Oui, du Chateaubriand dit dans ses mémoires, le premier crime de la Révolution, c'est la mort du roi, le crime le plus affreux, c'est la mort de la reine. C'est une mort qui s'est avérée au fond inutile, mais qui peut s'expliquer, en tout cas son procès, dans un contexte très particulier. On est un an après... un peu moins d'un an après la mort du roi, en octobre 1793. La République vient d'être fondée, elle n'a pas un an, si elle a une petite année. Elle est dans de très grandes difficultés, dans une situation de quasi-effondrement. D'abord parce qu'elle est en guerre contre une coalition européenne des rois et que le territoire de la République est occupé à l'est et au nord, également à Toulon par une flotte anglaise et par la prise de Toulon, et qu'elle est menacée aussi à l'intérieur même de son territoire par une véritable guerre civile, c'est-à-dire une insurrection contre-révolutionnaire en Vendée, mais également à Lyon, qui est quand même la deuxième ville de la République, qui se révolte, c'est une révolte à la fois girondine et royaliste, qui se révolte en juillet 1793. Et à chaque fois que la République a été mise en difficulté à ses débuts, elle va chercher un bouc émissaire, quelqu'un que l'on puisse sacrifier à la vengeance du peuple, à la vengeance légitime du peuple. Et ce bouc émissaire, il est tout trouvé, il est emprisonné, elle est emprisonnée à la tour du Temple, c'est Marie-Antoinette, que l'on va donc demander par les sections sans culotte. Au fond, la Convention va un peu jouer le rôle de Ponce Pilate. Elle va s'en laver les mains et sacrifier Marie-Antoinette à la demande de la Commune de Paris. Hébert, qui est un des membres de la Commune de Paris, va jouer un rôle extrêmement important au cours de ce procès, puisqu'il va porter l'accusation d'inceste au cours du procès. Et ce procès, quand on le regarde de près, qu'on l'analyse, il est absolument passionnant parce que d'abord, il donne à comprendre le contexte politique dans lequel s'inscrit cette République en 1793, ce que j'ai essayé de résumer un peu rapidement, et d'autre part, il est très complet, il est multifacette. C'est évidemment le procès conduit par la Révolution contre l'Ancien Régime, mais c'est aussi le procès conduit par la Révolution contre une ancienne reine. C'est vraiment l'affrontement de deux mondes, hein. C'est le choc, la violence avec toute la haine que ça peut comporter, le choc entre deux mondes, un monde qui est en train de disparaître, qui est le monde de l'Ancien Régime, et un monde qui est en train de naître, qui est le monde de la Révolution. Et on porte ce procès à Marie-Antoinette comme ancienne reine, mais comme femme aussi, parce que dans un certain sens, la Révolution, c'est la revanche des hommes sur le pouvoir d'influence des femmes, dont on accusait l'Ancien Régime depuis des années et des années autour de cette notion d'inversion des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes. C'est pour ça qu'on va condamner à mort Jeanne du Barry, parce qu'elle a été la dernière maîtresse influente de Louis XV. C'est pour ça qu'on va condamner à mort Marie-Antoinette, parce qu'elle est une femme. Et aussi, c'est le procès d'une mère. On procède, c'est probablement la part la plus obscure, la plus sombre, et pour dire les choses la plus odieuse de ce procès de Marie-Antoinette, puisqu'on l'accuse d'inceste avec le petit dauphin du Temple, et parce qu'on ne sait pas très bien quoi faire de cet enfant, au fond, qui a 7 ans, et du point de vue royaliste, le roi est mort, vive le roi, le dauphin est devenu Louis XVII. Donc comment s'en débarrasser ? On s'en débarrasse dans un certain sens par un régicide moral. C'est-à-dire, en fait, à travers cette accusation d'inceste, en dégradant moralement à la fois le fils à travers la mère et la mère à travers le fils. Et Marie-Antoinette est conduite à la guillotine le 16 octobre 1793, le jour où sont profanées les tombes des rois à Saint-Denis, et en particulier les restes de Louis XV, le propre grand-père de Marie-Antoinette. Au même moment, à midi, le 16 octobre 1793, on commet un double régicide.
enfin un régicide place de la Révolution et une sorte de régicide symbolique à travers la profanation et la dispersion des restes de Louis XV à Saint-Denis. La mémoire de la Révolution dont nous parlons, elle est aujourd'hui assez consensuelle, même s'il y a toujours évidemment de la recherche historique, et c'est celle des révolutionnaires finalement qui glorifie le processus. Or, dès les premiers temps, une contre-révolution s'enclenche, et puis le 19e siècle, il y a une trentaine d'années d'empire, une trentaine d'années de restauration monarchique. Est-ce que dans ces premières décennies, on assiste aussi à une guerre des symboles ? Oui, bien sûr, tout le 19e siècle est l'histoire d'un affrontement. Comment terminer, vous savez, comment finir ou comment terminer la Révolution. Il y a cette fameuse phrase de Bonaparte après le coup d'État de Brumaire en 1919, la Révolution est terminée. Elle s'arrête aux principes qui l'ont commencé, c'est-à-dire les principes de 89. Il a tenté de la terminer sans succès, parce qu'elle recommence en 1815 à travers les 100 jours, et puis on la retrouve à travers chaque révolution qui se copient les unes les autres, d'ailleurs, en 1830, en 1848, jusqu'à la Commune de Paris en 1871, et elle clive la société française durablement pendant plus d'un siècle, entre ce qu'on appelait, d'ailleurs on avait trouvé les mots pour le dire, on parlait de l'ancienne France et de la France nouvelle. Et c'est un clivage qui tient à la fois à des questions politiques, symboliques, mais aussi à des questions d'intérêt. Parce que la Révolution, c'est aussi une formidable redistribution des richesses, à travers la vente des biens nationaux, des biens confisqués. Et donc, elle traverse véritablement tout le 19e siècle. Et cet affrontement, en effet, on le perçoit à travers des guerres de symboles. Les Français ont toujours été, à mon avis, des êtres d'imaginaire très sensibles aux symboles, peut-être plus des êtres d'utopie et de rêve que fondamentalement cartésiens. Je suis pas sûr que nous soyons les arrière-petits-enfants de Descartes. Et donc ces symboles sont à l'œuvre au cours du 19e. Et l'un d'entre eux, le plus spectaculaire, ce sont les couleurs. Et quand vous regardez et que vous travaillez sur la période qui va de 1814 à 1848, vous vous apercevez que à chaque fois que vous avez un conflit entre deux visions de la Révolution, vous avez un conflit de couleurs entre le drapeau blanc monarchique, qui par ailleurs n'existait pas sous la monarchie, mais est une invention révolutionnaire, et qui a été reprise par la contre-révolution, et le tricolore de la République. Et on le voit particulièrement sous les 100 jours, qui, comme je vous l'ai dit brièvement tout à l'heure, est un chassé-croisé de pouvoir entre Napoléon, qui revient de l'île d'Elbe, et qui va finir par se faire battre définitivement à Waterloo le 18 juin 1815, et un tenant qui incarne la monarchie constitutionnelle à travers la charte constitutionnelle de 1814, qui est le propre frère de Louis XVI, qui est Louis XVIII. Et donc la France est profondément divisée en 1815 entre les partisans de l'un et de l'autre, et les batailles rangées que l'on retrouve dans le moindre des villages du royaume de France se concrétisent à travers la mise en avant des couleurs de chacun des deux partis. Et on le retrouve à travers la gravure, les images, et pas seulement dans les textes. Et c'est tout à fait intéressant. Puis ensuite, en 71, et même dès 1848, vous allez avoir une troisième couleur. Le tricolore a eu beaucoup de mal à s'imposer. D'abord, on ne savait pas quelles étaient les couleurs de la République. Quand la cocarde apparaît le 17 juillet 1789, personne n'en parle. On sait ce qui est inscrit sur les premiers drapeaux en 90, et c'est ça qui compte, ce sont les inscriptions. C'est Constitution française, liberté française. Mais les couleurs viendront bien après. On va légiférer sur les couleurs seulement en 92. Et puis ces couleurs vont être contrebattues, ces trois couleurs qu'on met à l'envers, à l'endroit, enfin on a beaucoup hésité sur l'ordre des couleurs, vont être contrebattues par le blanc monarchique d'un côté, mais aussi par le rouge de la Révolution populaire et sociale de l'autre, qui est la couleur de la Commune de Paris en 1871. Donc il faudra attendre que la Troisième République se consolide sérieusement pour que les trois couleurs deviennent véritablement les couleurs nationales. Un dernier mot sur aujourd'hui, la situation actuelle. Qu'est-ce qui, dans la culture politique française, je ne parle pas de la société, de l'organisation de la société en général, parce que c'est un vaste sujet, mais dans la façon de faire de la politique, aujourd'hui, qu'est-ce qui est hérité de la Révolution française ?
Dans le tempérament politique des Français, je pense, puisque je vous ai parlé de la brutalité de ce renversement de souveraineté au nom de l'indivisibilité de la nation, qui faisait que sous la Révolution, on avait beaucoup de mal à penser ses adversaires autrement qu'en ennemis ou en traîtres. Et c'est une des raisons qui conduit la Révolution à la terreur. C'est pas tant la fragilité de la République. Je pense que elle est dans le principe d'indivisibilité qui empêche absolument les révolutionnaires de penser autrement les adversaires de la Révolution, sinon comme des ennemis. Et donc, de ce renversement de souveraineté, de ce principe d'indivisibilité, nous avons peut-être hérité d'une culture politique de l'affrontement en lieu et place, d'une culture du compromis qui est plutôt pratiquée par ce qu'on appelle non sans un certain mépris, les anglo-saxons, qui est plutôt une culture anglaise et américaine, et aussi d'ailleurs d'une bonne partie de l'Europe. Alors nous n'avons pas le monopole de cette culture de l'affrontement, mais nous avons dans des moments de crise beaucoup de mal à nous comprendre, à nous entendre et à faire des compromis, à faire un pas en avant. La révolution, c'est la culture de la table rase, c'est-à-dire qu'on a du mal avec les réformes. Soit on casse tout et on recommence tout, ce qui est exactement ce qui s'est passé entre 89 et 92, soit on a du mal à comprendre cette notion même de réforme évolutive. C'est peut-être l'un des héritages. On a parlé de cet affrontement de légitimité qui est toujours à l'œuvre, à mon avis, la violence de la que rue De Gaulle a essayé de résoudre en 62 avec le principe de l'élection du président de la République au suffrage universel, pour essayer de résoudre cette légitimité du peuple d'un côté, cette légitimité, je dirais, par délégation, cette légitimité du peuple par délégation de députés, de représentants de la nation. Je pense que si on veut parler des héritages, entre guillemets, psychologiques de la Révolution française, je vois aussi une appétence particulière des Français pour les discours et les mots qui, très souvent, tiennent lieu des actes et qui l'emportent sur les actes. Tocqueville a une phrase magnifique dans ses souvenirs de la Révolution de 1848 qui dit « Pris dans sa globalité, le peuple français est un peuple littéraire ». Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que nous n'étions pas tout à fait les enfants de Descartes. Nous sommes un peuple rêveur d'utopie, même si nos horizons sont des horizons qui sont terrestres. Enfin, les principes de la Révolution ont été portés si haut, ils sont si abstraits, liberté, égalité, fraternité, indivisibilité. Dans un certain sens, nous continuons à courir après, encore aujourd'hui. De quelle égalité parlait-on, par exemple, en 89 ? On parlait d'égalité civile, puis progressivement, il n'était pas question d'égalité politique, puis on va l'obtenir à travers le suffrage universel très très lentement au 19e siècle, en 1848, et puis on court encore après l'égalité sociale. Peut-être ne l'atteignerons-nous jamais, d'ailleurs, peut-être est-elle le signe d'une forme de totalitarisme. Hein. Donc voilà, donc la révolution, c'est le triomphe des abstractions aussi, et nous sommes sensibles à ça. Et nous débattons peut-être encore aujourd'hui dans ces abstractions. Pour terminer, je voulais avoir votre avis, votre commentaire sur un événement récent, qui est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Je pense que vous êtes déjà exprimé là-dessus. On m'a posé plusieurs fois la question. Voilà, avec Marie-Antoinette qui tient sa tête devant la conciergerie, qui chante le chant révolutionnaire « Ça ira ». Qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'en ai pensé que c'était anachronique par rapport au message olympique, qui était un message d'abord en direction des femmes, en l'honneur des femmes, et Marie-Antoinette, qu'on le veuille ou non, est une femme qu'on coupe en deux quand même. Hein. Le message qui est un message de fraternité universelle, j'aurais préféré, alors que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le procès et l'exécution de Marie-Antoinette et le personnage même de Marie-Antoinette est un des personnages les plus clivants de notre histoire et de nos mémoires, hein, parce que la mémoire, ça relève du hasard, de la subjectivité, c'est le contraire de l'histoire. L'histoire, c'est aussi objectif, entre guillemets, que possible. Je vous ai parlé du travail de l'historien sur ses sources. C'est de l'analyse critique et c'est tenter de donner une forme d'intelligence au passé, parce que le passé est quelque chose de profondément étrange et nous est étranger, alors que la mémoire, ça relève d'une certaine morale personnelle. On peut y intégrer des imaginaires et des mythes qui ont été fabriqués par d'autres que nous, ceux dont nous parlons, les imaginaires révolutionnaires, mais nous avons chacun notre mémoire personnelle, et Marie-Antoinette peut y entrer
soit comme une sainte et martyre pour certains, soit comme la figure même de la trahison à la République pour d'autres. Et donc je pense que s'il avait fallu choisir un événement révolutionnaire et un lieu sur les bords de la Seine, puisque toute la cérémonie d'ouverture se passait sur la Seine, j'aurais choisi le Champ de Mars, pour la fête de la Tour Eiffel, de la Fédération. Et j'aurais évoqué à travers le personnage de Lafayette, ou qui vous voudrez, cette fête de la Fédération du 14 juillet 1790, qui est l'un des rares moments, il n'y en a pas eu beaucoup malheureusement sous la Révolution, d'unité nationale, d'enthousiasme au nom du bonheur du peuple, hein. Ce serment prêté fraternellement par les fédérations du royaume, c'est tout de même un événement inouï qui malheureusement ne durera pas très longtemps, mais que j'aurais aimé voir évoqué à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture, parce qu'il était plus en harmonie avec l'esprit olympique. Voilà. Emmanuel de Varesquiel, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'était un plaisir. Je rappelle le titre de votre livre, « Il nous fallait des mythes, la Révolution et ses imaginaires de 1789 à nos jours », paru aux éditions Talendier et déjà disponible en librairie. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci. Merci.